Bon, si on essaye de faire tourner un véhicule d'une demi-tonne à environ 50 km/h dans un virage particulièrement serré, la physique de base est implacable. Ah, ça c'est sûr. La force centrifuge veut absolument tout expédier dans le décor. En gros, c'est le défi mécanique numéro un. Mais alors, le niveau de difficulté explose si on ajoute que ce véhicule de 500 kg a sa propre volonté, 4 jambes asymétriques et doit lutter contre le vent en étant encerclé par une quinzaine d'autres concurrents lancés à la même vitesse. Ouais, voilà. C'est la réalité brutale d'un peloton au trot, en fait. Et c'est précisément là que l'analyse purement statistique, elle montre très vite ses limites. Parce que les mathématiques finissent toujours par se fracasser contre la biomécanique animale, quoi. Exactement. Et c'est ce qui rend notre exercice d'aujourd'hui fascinant. Alors, en tant que reporter sportif pour la chaîne Turf Labo, notre mission du jour, c'est de proposer un décryptage en profondeur du prix de la commune de Cordemais. C'est ça, l'épreuve du 15 avril 2026. Voilà, une course D au trot attelé, un niveau qu'on qualifie généralement d'assez difficile à déchiffrer. Mais avant de plonger dans les données, il faut qu'on pose un cadre strict pour ceux qui nous écoutent. C'est indispensable. Les analyses qu'on partage ici, ce sont les fruits d'une investigation hyper rigoureuse menée par toute l'équipe de Turf Labo. Mais la règle d'or dans l'univers hippique, elle ne change pas. Chaque auditeur doit absolument fonder ses prédictions finales sur sa propre intuition, ses propres connaissances et son suivi personnel. En gros, notre analyse, c'est une boussole, mais c'est pas une boule de cristal. Complètement. Le travail d'analyse, c'est de comprendre comment la topographie, la météo, la physiologie des chevaux et surtout la psychologie des entraîneurs s'entremêlent. Et une fois qu'on a saisi ces mécanismes, on ne voit plus juste des numéros qui courent sur du sable, on voit un véritable écosystème tactique. Alors, décortiquons cet écosystème justement. Le théâtre des opérations aujourd'hui, c'est l'hippodrome de Cordemais, une piste en sable exigeante de 2825 mètres. Mais la donnée la plus critique, c'est que c'est une piste à gauche. Et pour les non-initiés, pourquoi le simple fait de tourner à gauche élimine d'office certains athlètes ? Tout repose sur la latéralité de l'animal. Tu sais, un cheval de course développe une musculature asymétrique avec l'entraînement. Il a toujours un côté moteur qui est beaucoup plus fort que l'autre. Un peu comme nous si on est droitier ou gaucher en fait. C'est ça. Et Cordemais est très redouté parce que ses tournants à gauche sont super prononcés. Si le cheval n'est pas un pur gaucher, donc s'il n'a pas cet équilibre naturel pour s'incliner vers l'intérieur, tout en gardant son trot, la force centrifuge va le déporter vers l'extérieur. Ce qui veut dire qu'il doit physiquement lutter contre sa propre trajectoire. Pire que ça, oui. Il doit compenser le déséquilibre en forçant sur des articulations et des tendons qui ne sont pas du tout préparés pour ça, et ça provoque une déperdition d'énergie massive. Au bout de 3 virages, l'acide lactique sature les muscles, et là, c'est la faute. Et donc la disqualification immédiate. Voilà, implacable. Et la topographie n'est pas le seul obstacle. Il y a une contrainte réglementaire redoutable aujourd'hui, c'est le recul. La course exige que les chevaux les plus riches, ceux qui ont dépassé les 141 000 € de gains, rendent 25 mètres au départ. Et rendre 25 mètres sur une piste qui tourne autant, mathématiquement, ça ne se rattrape pas en ligne droite. Ah c'est le grand piège géométrique par excellence. Rendre 25 mètres, ça oblige le driver à décaler son cheval vers l'extérieur pour doubler. Et faire les extérieurs dans un virage à Cordemais, c'est parcourir une distance nettement supérieure à ceux qui rasent la corde. C'est fou ça. Ah oui, 25 mètres de handicap au départ, ça peut facilement se transformer en 50 mètres réels parcourus en plus à l'arrivée. D'autant plus que les conditions climatiques viennent rajouter une bonne couche de complexité. La météo affiche 16 degrés sous un ciel nuageux, ce qui est top, avec un terrain qualifié de bon, donc propice à la vitesse, mais le détail qui change tout, c'est ce vent de sud-ouest. Ouais, 25 km/h, c'est pas négligeable. L'analogie avec le cyclisme semble évidente. Être bloqué nez au vent dans la ligne opposée, en plein dans ses rafales, c'est le scénario catastrophe pour l'oxygénation, non ? Totalement. La dynamique des fluides s'applique pareil. Un cheval qui trotte 50 km/h face à un vent de 25 km/h, il subit une résistance de l'air de 75 km/h. L'effort aérodynamique pour fendre ce mur d'air épuise les réserves cardiaques en un temps record. C'est énorme. Du coup, les parcours cachés, ça sera la clé absolue. Il va falloir courir dans le sillage, profiter de l'aspiration et sortir du bois vraiment à la dernière seconde. Ceux qui feront l'effort au vent vont littéralement s'arrêter dans la ligne droite. Bon, le décor tactique est planté, les virages vont détruire les droitiers, le vent va asphyxier les audacieux et le recul va punir les impatients.
Fort de ce constat, qui a les armes pour survivre? L'équipe de Turf Labo a isolé un groupe d'élite. Plongeons dans la sélection principale, nos fameuses bases. Et le premier nom qui ressort avec insistance, c'est le numéro 3, Jim Dalouette. Et c'est justifié. Les chronos placent Jim Dalouette tout en haut. Il détient le record absolu de vitesse sur ce tracé, avec un temps de 1 minute 13,8. Et sa régularité est dingue. On parle de 71% de réussite quand il a le statut de deuxième favori. Ouais, c'est du solide. Mais le vrai truc déterminant, c'est sa configuration orthopédique aujourd'hui. Il sera déféré des postérieurs et plaqué des antérieurs. Alors là, c'est du jargon technique qu'il faut absolument éclaircir pour la communauté. On entend souvent le terme « cheval déféré », donc pieds nus. Mais ça veut dire quoi biomécaniquement? D'être plaqué à l'avant et déféré à l'arrière? Pourquoi on ne retire pas tout simplement? C'est une super question. En fait, c'est une affaire de répartition des masses. Les postérieurs d'un trotteur, c'est son moteur, c'est la propulsion. En retirant les fers à l'arrière, on allège le pied de quelques centaines de grammes. Avec l'effet de pendule, la foulée s'allonge de plusieurs centimètres et la vitesse brute augmente. D'accord. En revanche, les membres antérieurs, à l'avant, ils servent de balancier et surtout d'amortisseur. Sur une piste en sable, courir pieds nus devant, ça peut causer des micro-traumatismes douloureux. Ah oui, je vois le problème. Les plaques, elles, sont souvent en résine ou en cuir et elles sont fixées sans la rigidité d'un fer en métal. Ça absorbe les chocs tout en gardant le pied hyper léger. C'est le compromis parfait entre propulsion maximale à l'arrière et préservation à l'avant. Ok, la théorie est brillante, mais s'il part au premier échelon avec cet allègement, sa vitesse initiale va le propulser en tête illico. Sauf qu'avec le vent de face de 25 km/h dont on parlait, devenir le leader, ça veut dire devenir le brise-glace de tout le peloton. C'est presque un cadeau empoisonné, non? C'est le risque majeur de sa course, clairement. Si Jim Dalouette prend la tête, son pilote devra gérer ce fameux effet accordéon. S'il va trop vite, il s'épuise contre le vent. S'il ralentit trop pour souffler, le peloton va se regrouper et l'enfermer dans une boîte avant la ligne droite. La victoire va se jouer sur sa capacité à imprimer un faux train sans se faire déborder. C'est hyper tactique. La deuxième base incontournable de l'équipe, c'est le numéro 14, Indien de Fontaine. Un profil fascinant parce que, à l'inverse du 3, lui, il subit ce fameux recul. Il part avec 25 mètres de retard. Ouais, c'est un handicap. Mais ses statistiques pour compenser sont juste hors normes. Indien de Fontaine, c'est 72% de réussite lorsqu'il doit rendre la distance. 72%, c'est énorme. Et sa forme récente, elle est validée par un chrono étincelant de 1:11,8 fait à Vincennes très récemment. Et puis, son arme secrète, elle n'est pas que dans ses poumons. Elle est assise derrière lui, sur le sulky. C'est Éric Raffin. Justement, dans quelle mesure un pilote de l'élite comme lui peut annuler un handicap de 25 mètres? Ça se passe comment en pratique? Ça se passe par l'économie de terrain. Un driver de la trempe d'Éric Raffin, il a un radar intégré pour analyser le placement des autres. Il sait lire la course pour glisser son cheval dans les bons dos en profitant de l'aspiration à chaque milliseconde. Il va raser les murs, quoi. C'est exactement ça. Il va soigneusement éviter de faire les extérieurs dans les virages de Cor de Maes. Et cette gestion ultra-chirurgicale des trajectoires, ça économise pile l'énergie qu'il faut pour produire le sprint final et effacer son retard du départ. Magnifique. Le dernier pilier de ces bases, c'est le numéro 8, Jag Royal. Alors là, on fait face à un vrai chef-d'œuvre administratif. Ah oui, l'engagement parfait. Ses gains sont de 139 810 €, sachant que le recul s'applique à partir de 141 000 €. Il s'élance en tête, et théoriquement, c'est le meilleur cheval de la première ligne. C'est ce qu'on appelle un engagement visé de très longue date. Le cheval court pieds nus, pile à la limite de la ligne de démarcation. Sur le papier, c'est une équation magique. Le rêve de tout entraîneur. Mais il y a un problème. Et un gros. C'est la neurologie de ce cheval. Jag Royal a un mental extrêmement fragile. Son historique est saturé de disqualifications pour rupture d'allure. Et ça arrive quand en général? Surtout au départ. C'est sa plus grande faille. Si l'environnement est bruyant ou si un cheval vient frôler son sulky, il panique. S'il valide les 100 premiers mètres proprement, sa classe va l'emmener très loin. Mais voilà, c'est jouer à la roulette russe avec une mécanique de précision. Bon, ça c'était nos bases. Passons maintenant aux outsiders, ces profils capables de venir dynamiter la logique. L'analyse révèle d'abord le favori paradoxal du public. C'est le numéro 12, Gum du Poncelet. Un cheval très intéressant, oui. Il a une statistique étourdissante, 92% de réussite quand il est déféré des 4 pieds, ce qui est le cas aujourd'hui. Il vient même de dicter sa loi à Vincennes cet hiver. Mais moi, il y a un détail physiologique qui me gêne un peu.
Il a 10 ans. Demander à un athlète vieillissant de rattraper 25 mètres sur des petits jeunes sur une piste en sable, c'est pas un peu ignorer la biologie de base? Ah, c'est sûr que le vieillissement cellulaire, c'est une réalité incontournable. À 10 ans, l'explosivité baisse, les fibres à contraction rapide sont moins efficaces, c'est indéniable. Donc le sprint, c'est mort. Mais le trot attelé, ça reste un sport de résistance, pas un 100 mètres plat. Gump du Poncelet, il compense cette perte de vitesse pure par une caisse physique phénoménale. Il a un volume pulmonaire forgé par 10 ans de compétition. Donc si la course devient très dure et sélective face au vent, son endurance organique va prendre le relais quand les jeunes vont commencer à chercher de l'oxygène. Une vraie force tranquille, en fait. Un autre outsider bien identifié, c'est le numéro 5, Kraken Castells. Là, on a deux facteurs intéressants. Déjà, Gabriel Gelormini, son driver, affiche 100% de réussite sur cet hippodrome avec lui. 2 courses, 2 victoires. Et en plus, c'est un fils du légendaire Bold Eagle. Les poulains sont des chevaux extrêmement durs à l'effort, qui acceptent d'aller puiser très loin dans leurs réserves. Et avec Gelormini aux commandes, ça donne quoi, Bêche? Associer ce mental de guerrier à un pilote qui a mémorisé chaque bosse et chaque virage de la piste, ça crée une synergie redoutable. Gelormini connaît la résilience de son cheval. Il sait à quel moment précis il peut appuyer sur l'accélérateur sans le griller. Très clair. Le tableau de nos outsiders se complète avec le numéro 7, Capucha Mip, entraîné par le maître Sébastien Guarato. Et l'info vitale ici, c'est qu'elle fait sa rentrée, mais après un entraînement spécifique en bord de mer. Et c'est loin d'être un détail touristique. L'entraînement sur la plage, c'est une vraie préparation de fond. Courir dans l'eau de mer ou sur le sable lourd, ça tonifie la musculature profonde tout en soulageant les articulations des impacts qu'on a sur les pistes dures. C'est une sorte de thalassothérapie pour chevaux de haut niveau, en gros. C'est tout à fait ça. Elle arrive avec une fraîcheur mentale immense. Et même si elle n'a peut-être pas encore le cardio d'un cheval en pleine saison, l'engagement est tellement beau, en tête à la limite du recul, pieds nus, que cette fraîcheur va largement compenser le manque de compétition. Franchement, le paysage est hyper riche. Mais bon, si le sport hippique ne reposait que sur des calculs linéaires, ce serait ennuyeux à mourir. Ah oui, on s'ennuierait vite. C'est là que les failles statistiques, ou plutôt les anomalies tactiques, rentrent en jeu. Abordons les coups spécifiques que l'équipe a dénichés. Le coup de poker de Turf Labo, c'est le numéro 11, Haribo Ducarnois. Oui, Haribo Ducarnois, c'est l'exemple type du pur gaucher dont on parlait tout à l'heure. Il a une agilité naturelle qui lui permet d'absorber ses virages très serrés sans perdre de vitesse. Les chronos montrent d'ailleurs qu'il a déjà trotté une 14-4 ici. Ce qui prouve son adaptation au tracé. Complètement. Et s'il arrive à utiliser sa maniabilité pour plonger à l'intérieur dans le trafic, pendant que les autres s'écartent au large, il peut créer une surprise énorme, même en devant rendre 25 mètres. Ensuite, on a le fameux tuyau, la grosse info stratégique. C'est le numéro 15, Iléo Piergi. Alors, pour le 15, nos infos pointent vers un travail intensif sur la piste de Mêlée du Maine. C'est une piste qui demande énormément de coffre. Ça lui a vraiment aiguisé sa pointe de vitesse finale. Et quel serait son scénario idéal pour la course d'aujourd'hui? Une course suicidaire à l'avant. S'il y a une bagarre d'ego entre les leaders dans les 2 premiers kilomètres, face au vent, Iléo Piergi, lui, aura gardé assez d'énergie pour venir ramasser tout le monde, les concurrents exténués, dans les 300 derniers mètres. Enfin, pour sécuriser un peu cette sélection, l'équipe propose toujours un parachute. Le cheval à garder en cas de course chaotique. C'est le numéro 4, Kilou Dimer. Et honnêtement, c'est l'un des mystères les plus intrigants du lot. C'est vrai, son profil est assez fou. On parle d'un cheval qui est un spécialiste du trotte-montée, donc un animal habitué à courir avec un jockey de 65 kg sur le dos et qui revient à l'attelé en tirant un sulky. Et on lui retire les fers pour la première fois. Est-ce que ça peut vraiment créer un choc physique suffisant pour transformer un spécialiste du monté en vraie menace à l'attelé? La transition biomécanique est juste colossale. Au trot de montée, toute la musculature du dos du cheval est sollicitée à l'extrême pour stabiliser le poids mort du jockey. Le cheval devient hyper fort et développe une tolérance à la douleur très élevée. Et quand on le remet à l'attelé alors? Il ne tire plus qu'un sulky, et grâce au roulement, la sensation de poids vertical disparaît presque totalement. Si tu ajoutes à ça le déferrage intégral des 4 pieds, l'effet de légèreté envoyé à son système nerveux est radical. Genre il a l'impression de voler. C'est ça. Il a le moteur d'un tracteur, mais soudainement sans le poids qu'il porte d'habitude. S'il arrive à bien caler sa foulée avec le sulky, statistiquement, c'est un profil terrifiant pour les autres. Bon, l'analyse des forces en présence est costaude. Mais pour que notre expertise soit complète, il faut impérativement observer la face cachée de la course, à savoir les chevaux qui ont été éliminés de la sélection. Très important, oui. Pourquoi ils ne sont pas dans les choix de Turf Labo?
Est-ce qu'ils sont perdants d'avance ou bien est-ce qu'ils peuvent arracher une présence miracle dans le quintet de tête? Et en regardant les 7 éliminés, il y a un motif évident qui saute aux yeux. Ah oui, il y a une catégorie entière de chevaux qui ne sont absolument pas là pour gagner aujourd'hui. C'est ce fameux concept de la course préparatoire. Exactement. Et ça, c'est au cœur de l'économie du sport hippique. Le grand public pense que chaque cheval sur la piste joue sa vie pour la victoire. Mais la réalité est beaucoup plus cynique. Prenons le cas du numéro 13, Icar Williams. Ben oui, lui, c'est dingue. Il a la vitesse pure la plus rapide du lot, un chrono de 1:10,4, et pourtant ses chances sont estimées à 0% par l'équipe. Comment c'est possible? Parce qu'il court avec ses fers lourds, en fait, son entraîneur se sert de cette course uniquement pour lui ouvrir les poumons. C'est ni plus ni moins qu'un entraînement public rémunéré. Le vrai objectif, c'est une course prestigieuse au trot monté à Vichy le 4 mai. Donc aujourd'hui, l'effort sera mesuré et protégé. Zéro risque. Et j'imagine que c'est la même histoire pour le numéro 10, Hermès Smart. On parle d'un guerrier qui a 15 victoires au palmarès, mais là, aucune chance. Pareil, 0%. Il n'a pas couru depuis 18 mois. Il reste ferré et il doit en plus rendre 25 mètres. Il fait juste un décrassage respiratoire de reprise. On a aussi le numéro 2, Caco Gascogne, qui rentre dans cette catégorie. Voilà. Grosse classe passée, un record en 1:12, mais absent depuis 1 an pour des pépins physiques. Il est juste là pour reprendre contact avec la compétition. Il a zéro ambition de classement pour aujourd'hui. C'est fascinant quand on y pense. C'est de la gestion d'actifs à long terme déguisée en compétition du jour. Complètement. C'est de l'investissement sur l'avenir. Bon, si on exclut ces chevaux qui sont en séance d'entraînement, il reste ceux qui vont quand même essayer de gratter une place. Par exemple, le 6, Isis de Siva. Alors elle, c'est une vraie spécialiste de la corde à gauche. Elle tourne autour de 45% de réussite dans ces conditions géométriques. Ses chances de victoire sont minimes, mais pour la 4e ou 5e place, c'est très jouable. Si elle reste planquée le long du rail sans prendre le vent, elle peut créer une belle surprise en fin de combinaison. Et le numéro 9, Jolie Doll. Elle a gagné un gros quintet cet hiver, c'est pas rien. Non, c'est sûr. Elle a même déjà trotté 1:17,5 ici à Cordemais. Mais son problème aujourd'hui, c'est son handicap de 25 mètres face à des chevaux très rapides devant. Elle est barrée pour la gagne, mais sa pointe de vitesse peut la propulser dans les 5 premiers si les leaders craquent à la fin. Il nous reste le numéro 1, Cool George, et le vieux tonton de l'épreuve, le numéro 16, Gold d'Écroville. Alors, Cool George, il a de superbes références, record en 1:23,2 à Vincennes et 65% de régularité globale. Mais il n'est pas affûté à 100% pour ce rendez-vous selon son entourage, et il court ferré. Pour la 5e place, ça demanderait vraiment une défaillance massive des favoris devant lui. Il lui faudrait un petit miracle en rasant les murs. C'est ça. Quant au 16, Gold d'Écroville, c'est un super cheval de 10 ans. Son gros atout, c'est son aptitude folle pour cette piste de Cordemais où il a déjà fait 1:13,9. Mais à son âge, rendre la distance, c'est beaucoup trop dur pour espérer le podium. Par contre, avec un parcours hyper économique à l'arrière, il peut venir ramasser les miettes et choper la 5e place. Le constat est édifiant, franchement. Déchiffrer une course, ça demande de superposer la topographie, la météo, la biomécanique et d'ajouter une énorme dose de psychologie pour repérer les fausses pistes des entraîneurs. Gérer des athlètes sur toute une année, ça oblige à sacrifier des courses et c'est ce qui piège l'analyste qui ne regarderait que les gains ou les chronos. C'est un puzzle géant. Débusquer la vraie intention derrière un engagement officiel, c'est ça la beauté de l'analyse typique. Différencier l'athlète qui vient au combat de celui qui fait son jogging public, ça te change toute la physionomie du peloton. C'est clair. Ça soulève même une vraie question sur l'économie du sport hippique, de se dire que parfois le spectacle qu'on regarde, c'est juste la répétition générale pour le mois suivant. Ah bah c'est une réflexion fascinante à creuser, oui. Bon, la reine de Cordemais va bientôt livrer son verdict et notre analyse touche à sa fin. Mais l'investigation, elle, ne s'arrête pas là. Jamais. On invite chaleureusement tous ceux qui nous écoutent à aller visionner les autres vidéos de la chaîne Turflabo. C'est de loin le meilleur endroit pour dénicher des infos de dernière minute, les ultimes bruits d'écurie, et pour permettre à chacun d'affiner ses propres pronostics. Absolument. Et bien sûr, pour faire grandir et soutenir cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le bouton j'aime et d'inviter vos amis passionnés à rejoindre notre grande communauté Turflabo. Le monde hippique a encore plein de secrets et on sera là pour les décrypter.